On dit souvent que tout commence avec une souris, mais un homme est pourtant bien à l'origine de tout ça. Ça s'est passé un 5 décembre 1901. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yerno, sur DLRP. Bonjour Corinne, dans cette série on ne pouvait qu'évoquer ce visionnaire qui a su faire de son rêve une réalité. Bonjour Nicolas. Eh oui, et quelle aventure qui commence donc le 5 décembre 1901 avec la naissance de cet homme d'exception, Walt Disney. D'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire que sa famille, son entourage, le prédestinait à tout ça ? Pas du tout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enfance de Walter Elias, qui naît donc en 1901 à Chicago, n'est pas bercée par l'amusement. Son père, Elias, est un homme autoritaire et très strict. Il faut dire qu'il doit régner sur une famille de 5 enfants. Le salut du petit Walt viendra lorsqu'en 1906, la famille s'installe près de son oncle Robert dans une ferme de Marceline. La rigueur familiale est beaucoup plus facile à supporter au milieu de la nature et des animaux. C'est là, dans sa solitude, qu'il apprendra à humaniser les bestioles qui l'entourent et que l'on retrouvera plus tard dans ses films. Les années à Marceline le marqueront à jamais. Il restera très attaché à la ville de son enfance. Il m'est arrivé plus de choses importantes à Marceline que ce qui s'est passé depuis, ou que ce sera probablement le cas dans le futur, aurait-il déclaré. C'est pour cette raison qu'il rend hommage au lieu de son enfance lorsqu'il crée la rue principale de ses parcs, Main Street USA, qui n'est pas un simple décor de film, mais la reconstitution nostalgique de cette petite ville du Missouri qui l'a vu grandir. Malheureusement, cette période de bonheur sera de courte durée. Ah bon, mais que se passe-t-il donc ? En 1910, l'état de santé d'Elias oblige la famille à quitter la ferme et à s'installer à Kansas City. Les difficultés de la famille contraindront le petit Walt, qui n'a que 9 ans, à travailler. Il se lève à 4 heures du matin pour distribuer les journaux avec son frère Roy. Sa seule source d'évasion, il la trouvera en se passionnant pour le théâtre et le cinéma de la ville en compagnie de son nouvel ami Walter Pfeffer. C'est là qu'il verra pour la première fois une projection de Blanche-Neige qui le marquera. Et on connaît la suite. Bon, si on est en 1910, il doit y avoir un véritable engouement pour le cinéma. Ah oui, 1910, c'est la pleine période d'expansion du cinéma. Les Nickelodeon, ces petites salles où l'on regarde debout quelques courts-métrages accompagnés d'un bruitage, sont petit à petit remplacés par de vraies salles dotées d'un local pour une projection fluide des bobines. Et ce serait alors dans ces salles que son génie de l'invention surgirait ? Pas vraiment. Sa richesse d'inventivité vient par contre de l'impression, qui montre un panel de fantaisie à travers les comics publiés dans les journaux. C'est le chemin que veut suivre le jeune Walt. Il veut devenir dessinateur et commence alors des cours par correspondance à la Kansas City Art Institute. Il s'inscrira ensuite à la Chicago Art Institute lorsque sa famille reviendra dans la ville en 1917. Mais 1917, c'est aussi la Première Guerre mondiale et Roy est appelé sous les drapeaux. Walt falsifiera alors ses papiers afin d'intégrer la Croix-Rouge. Il arrive en France en juin 18. Il crayonnera d'ailleurs quelques dessins sur la bâche de son ambulance. Et de ce voyage pour la Croix-Rouge, il gardera toujours un attachement à la France, non ? Il est exact qu'il déclarera n'avoir jamais oublié ce passage par la France. Il y reviendra d'ailleurs à l'occasion de nombreux voyages. Peut-être y a-t-il là un souvenir des lointaines attaches de sa famille à ce pays. Ah bon, Disney aurait des origines françaises. Allez, un peu de généalogie pour lever ce voile. L'origine du patronyme de Walt vient de la petite ville normande Isigny-sur-Mer. C'est Guillaume le Conquérant qui aurait donné le titre de seigneur d'Isigny à ses compagnons d'armes, Hugues et Robert Suard. Et Hugues et Robert Suard sont des ancêtres directs de Walt. Disney dérive donc du nom d'Isigny, et on le comprend mieux en prononçant à l'anglaise. Disney. Quoi qu'il en soit, le papa de Mickey restera attaché à la France et bon nombre de ses productions nous parleront de la culture française. Bon, après la guerre, Walt revient aux États-Unis. Que devient-il à ce moment-là ? Lorsqu'il revient en France en 1919, Walt retourne à Kansas City et est employé au Pechman Rubin Commercial Art Studio où il illustre les programmes et les catalogues. Une expérience qui sera de courte durée mais essentielle dans la vie de Disney puisque c'est là qu'il rencontre et se lie d'amitié avec un jeune graphiste bourré de talent, Hub Iwerks. Il se passionne pour l'animation lors de son emploi suivant au Kansas City Film Head Company. Il envisage très vite le potentiel immense du dessin sur celluloïd et réalise ses premiers films. Des fables connues, agrémentées d'une pointe d'humour caustique. En 1920, entraînant Iwerks dans son projet, il contacte Frank Newman, le propriétaire d'une chaîne locale de cinéma, pour lui proposer ses courtes séquences d'animation. Donc c'est là que s'ouvre alors la voie de l'animation. Ces films courts
révèlent le talent de Walt pour l'animation, mais ils vont mettre en avant sa capacité de négociation. Il persuade en effet Frank Newman de présenter ses courts-métrages au public, dans sa salle de cinéma à Kansas City. Les Newman Lothar-Graham sont nés et rencontrent un immense succès. Bon, vu que tu en parles, est-ce qu'on peut encore voir ces pépites d'animation à l'heure actuelle ? De cette période, il ne reste aujourd'hui qu'un pilote dans lequel une main esquisse quelques traits qui prennent vie pour exprimer une opinion sur les gros titres de la presse. Cette courte séquence est précieuse quand on sait qu'il s'agit là de l'unique production de la main même de Walt Disney. Vu le succès de ces intermèdes, Newman veut aller plus loin. Il commente une série d'animations qui serait diffusée pendant l'entracte. Walt exulte, il a 18 ans et le succès lui ouvre les bras. Et ce succès, il va le porter vers quelle étape ? Walt a donc révélé ses talents de dessinateur, de créatif, de businessman. Il montrera aussi une autre de ses facettes, son ambition. Dès 1920, Paul Terry réalise des animations basées sur les fables d'Ésope. Cela inspire au jeune Walt l'idée de se lancer dans la parodie des contes de fées. Il les remanie alors en y intégrant des éléments de l'actualité. Il faudra 6 mois à son équipe pour produire Little Red Riding Hood. Dans cette caricature du petit chaperon rouge, le loup se pavane en voiture magique, tandis que la grand-mère va au cinéma. Et côté décalé, on y ajoutera même un héros qui s'enfuit avec sa fiancée à bord d'un avion. Les dessins sont simples, juste esquissés, mais ils montrent les premiers pas de la maîtrise de l'animation. Les silhogrammes qui seront encore réalisés à Kansas City témoignent des progrès fulgurants de l'équipe de dessinateurs. Oui, des progrès d'un point de vue graphique donc. Pas seulement, l'histoire gagne en profondeur. Le scénario des 4 musiciens de Brême montre ainsi une richesse. Disney y introduit une série de gags qui l'enchaînent grâce à des transitions fluides. Walt est toujours à l'affût d'innovations techniques aussi. Le petit chaperon rouge était encore dessiné sur papier. La maîtrise du travail sur cellulo va accélérer la production, ce qui permet de mieux se centrer sur l'histoire. Avec tous ces événements, on peut parler carrément d'ascension phénoménale. Grâce à ce succès, l'équipe se trouve renforcée et le dessin plus riche. Ainsi, certaines scènes dessinées à l'époque préfigurent les scènes futures des Silly Symphonies. Ces cartoons nous révèlent aussi une autre caractéristique des films Disney, le sens du rythme. Parodies de concerts ou numéros de danse nous plongent dans une ambiance jazzy des années 20 et on sait combien la musique sera importante dans la suite. Mais toutes ces innovations ont un coût, ce qui entraîne le dépôt de bilan. La plupart des collaborateurs qui ne perçoivent plus de salaire quittent le bateau, dont le talentueux Iwerks. Et après ce cruel revers, comment réussira-t-il à remonter cette pente ? Walt a quitté son équipe en faisant la promesse de les rappeler quand des jours meilleurs seront revenus. Un nouveau court-métrage sous le bras, il rejoint son frère Roy. Ce film, c'est Alice Wonderland, qu'il propose à divers studios. C'est la productrice Margaret Winkler qui vient de perdre les droits de Félix le chat, qui sera séduite et signera pour 6 films. 1923, Roy et Walt fondent alors le premier studio de dessin animé à Hollywood, les Disney Brothers Studios, futur Walt Disney Studios. Et l'aventure commence. Une aventure qui ira bien au-delà des dessins animés, tout cela grâce à un homme que la naissance ne prédestinait pas à un tel succès. Merci Corinne pour cette magnifique histoire et quant à vous d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 5 décembre 1901. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé sur DLRP.